Quand on parle de religion dans Minecraft, on pourrait penser aux nombreux temples qu'on peut croiser, au culte du creeper sur les temples du désert, ou sur la toge du prêtre, ou encore à certains autels sacrificiels qu'on peut trouver ici et là. Tout le monde s'accorde à dire que les anciennes civilisations de Minecraft avaient leur propre dieu. Il y a même des dieux officiels présentés dans Minecraft Legends. Mais aujourd'hui, on va oublier le lore fantastique. On va se poser une question beaucoup plus terre à terre. Si on appliquait nos religions IRL à Minecraft, de quelle religion seraient les villageois ? La réponse qui peut venir tout de suite est le christianisme. De fait, un des bâtiments centraux présents dans tous les villages est l'église, avec à l'intérieur un prêtre. Franchement, on peut pas faire plus parlant. Mais pourtant, vous avez vu la miniature et vous savez très bien de quoi je vais parler. Alors, allons droit au but. Le villageois est juif. Alors oui, le villageois est juif, et je sais exactement à quoi vous êtes en train de penser. Alors, on va évacuer tout de suite les clichés concernant le nez et l'amour pour les émeraudes. Parce que ça, c'est du vu et revu, et j'en parle bien assez dans mes shorts. Maintenant, passons au vrai premier point. Les golems. Le golem occupe une place très spéciale parmi tous les mobs de Minecraft, car il ne spawn pas comme ça, mais il s'invoque, en créant un pattern assez simple avec des blocs de fer et une citrouille sculptée. Oui, sculptée, sinon ça ne marche pas. Et ça a son importance. Et une fois invoqué, il va protéger les villageois coûte que coûte. Et cette idée, Mojang ne l'a pas inventée. Le mot golem est littéralement un mot hébreu, et ils se sont directement inspirés d'une des légendes les plus célèbres du folklore juif ashkénaze, le mythe du golem de Prague. Dans cette tradition religieuse du XVIe siècle, la communauté juive de la ville était menacée de destruction par des persécutions extérieures. Pour protéger son peuple, le grand rabbin Loew aurait rassemblé de la boue et de l'argile sur les rives du fleuve pour façonner une immense silhouette humanoïde. Mais pour lui donner vie, il fallait de la magie divine. Alors, selon le mythe, le rabbin a inscrit un mot sur le front du golem, Emet, qui en hébreu veut dire vérité. Et c'est au contact de ce mot que le golem s'est mis en marche afin d'écraser les ennemis du village. Et là, vous faites tout de suite le rapprochement. Dans le code de Minecraft, cette citrouille sculptée joue exactement le même rôle que le mot sacré Emet, gravé sur le front du golem d'argile. C'est cette inscription qui déclenche l'étincelle de vie. Dès l'instant où la citrouille, touchée par la main de l'homme, est posée sur le corps de fer, la magie opère. Le trou que vous faites avec vos cisailles joue le même rôle que le mot Emet. C'est alors que la citrouille disparaît et l'ancien protecteur se lève pour protéger les villageois des menaces extérieures, comme dans la légende. Mais au milieu de tout ça, qui est Steve ? Car si on comprend ce qu'est un golem, pourquoi il tolère Steve, notre personnage ? Eh bien parce que le golem a été créé pour protéger la communauté contre les monstres. Mais quand vous arrivez dans le village pour la première fois, il ne vous attaque pas, il vous regarde passer. Les villageois, eux, ne fuient pas, ils vous ouvrent même leurs portes pour faire du commerce. Pourtant, il suffit de regarder Steve pour comprendre que vous n'êtes pas l'un des leurs, vous n'avez pas le même visage, vous n'avez pas la même voix, et surtout, vous avez les bras libres. Dans cette théorie, votre rôle est très clair, vous êtes le goy. Dans la religion juive, le goy ou goyim est simplement le terme qui désigne celui qui n'appartient pas au peuple juif. Vous êtes l'étranger, celui qui vient de l'extérieur de la communauté. Et tout le comportement des villageois est pensé autour de ce rapport avec l'étranger. Ils sont prêts à vous tolérer dans leur rue. Le golem accepte de fermer les yeux sur votre présence. Et ils vont même accepter de faire des affaires avec vous. Mais ne vous y trompez pas, vous restez un étranger. Et le jeu va vous le faire comprendre de la manière la plus subtile possible. À commencer par ce qui passe dans leur assiette. Le comportement du villageois. Ça commence par un détail qui crève les yeux, mais que personne ne remarque, leur régime alimentaire. Car le villageois ne mange pas de porc. Regardez bien les fermes des villageois. Ils cultivent du blé, des carottes, des pommes de terre et des betteraves. Jusque-là, rien de choquant. Mais regardez les enclos. Vous y trouverez des vaches, des moutons, des chevaux et même des cochons. Pourtant, vous ne verrez jamais, au grand jamais, un villageois en élever, en tuer ou en manger un. Beaucoup de joueurs pensent qu'ils sont juste végétariens. Mais en réalité, c'est l'application stricte de la cache-route, les lois alimentaires juives. Dans cette religion, le porc est le symbole de l'impureté. Mais ça va plus loin. Pour qu'une autre viande soit pure, cachère, il faut que l'animal soit abattu selon un rituel sacré très précis. Puisque les villageois de Minecraft n'ont pas les moyens de pratiquer cet abattage rituel dans le jeu. Pour leur propre consommation, ils s'interdisent la viande sous toutes ses formes. La seule nourriture 100% cachère, ce sont les légumes dans leurs champs. Et ils en ont besoin pour se reproduire. Et là, je sais exactement ce que les joueurs les plus pointilleux vont m'écrire dans les commentaires. Car le boucher du village, il vend bien des côtelettes de porc. C'est vrai.
Le boucher est le seul métier du village capable d'échanger du porc. Mais ça ne détruit pas la théorie. Bien au contraire, ça la renforce. Parce que regardez comment ça fonctionne. Le boucher ne consomme jamais cette viande impure. Il ne l'utilise pas pour se nourrir ou nourrir sa famille. Il se contente d'attendre et l'achète crue contre des émeraudes et la revend cuite encore plus cher. Et qui est-ce qui lui ramène cette viande ou qui lui en achète ? Eh ben c'est vous, le goy. Dans l'histoire, il est très courant que les communautés ayant des interdits alimentaires stricts fassent du commerce avec les étrangers pour écouler les viandes qu'elles ne peuvent pas manger elles-mêmes. Le boucher villageois n'y touche pas. Il fait juste du business avec le goy pour récupérer des émeraudes. Et d'ailleurs, pour la nourriture pure qu'ils consomment vraiment entre eux, l'intelligence artificielle va encore plus loin, car ils ont une mécanique cachée qu'on appelle le sharing, le partage. Si un villageois, disons un fermier, a accumulé un surplus de pain ou de légumes à l'intérieur de son inventaire et qu'il croise un autre villageois qui n'a rien à manger, son IA va le forcer à s'arrêter. Il va se tourner vers son frère et lui jeter littéralement la moitié de son stock pour le nourrir. C'est de la charité pure. Il aide les gens de sa communauté. Dans la tradition juive, c'est un pilier fondamental qu'on appelle la tzedaka, l'obligation morale d'aider les membres de sa communauté qui sont dans le besoin. Mais souvenez-vous de ce qu'on a dit juste avant. Vous êtes le goy. Vous pouvez débarquer dans le village avec votre barre de faim complètement vide, à un demi-cœur de mourir de faim. Vous pouvez ramper devant le fermier en le suppliant. Il refusera catégoriquement de vous lâcher le moindre bout de pain. La tzedaka, la charité, c'est uniquement pour la famille. L'étranger, lui, s'il veut manger, il doit payer. Et croyez-moi, côté business, ils ont aussi leurs propres règles. Parce que oui, chaque villageois a une profession assignée, représentée par un bloc de travail. Et quand on analyse ces métiers de plus près, on peut déjà rayer de la liste toutes les autres religions majeures que certains essayent de leur coller. Prenons ceux qui pensent qu'ils sont musulmans, sous prétexte qu'ils ne mangent pas de porc. Il y a deux éléments dans le jeu qui rendent ça impossible. D'abord, leur économie. Les villageois pratiquent l'usure. Ils fluctuent les prix en fonction du bénéfice et du risque, ce qui est strictement interdit dans la finance islamique traditionnelle. Mais surtout, regardez leur figure spirituelle. Le clerc, son bloc de travail est l'alambic. Le clerc passe ses journées à distiller des potions fermentées, alors que l'islam interdit formellement la production et la consommation d'alcool. En revanche, dans le judaïsme, le vin n'est pas interdit. Il est même obligatoire et central dans les rituels sacrés, notamment pour la prière du kiddush, le vendredi soir. Notre clerc, avec son alambic et ses fioles, c'est le rabbin du village qui prépare le vin cachère pour la communauté. Et ce n'est pas le seul érudit de cette communauté, le libraire. Dans la tradition juive, l'étude des textes sacrés et la préservation de la langue est le cœur absolu de la survie du groupe. Regardez le libraire de Minecraft. Son bloc de travail, c'est un pupitre de lecture. Il passe ses journées à étudier des textes et en échange, il vous vend des enchantements. Mais ces enchantements ne sont pas écrits avec notre alphabet. Ils utilisent le standard galactique alphabet, l'alphabet cryptique de la table d'enchantement. Et le détail qui va vraiment vous frapper, c'est que si vous comparez certaines de ces lettres avec l'alphabet hébreu, la ressemblance visuelle est frappante. Pour vous, ce sont que des symboles indéchiffrables. Mais pour les villageois, c'est leur langue sacrée. S'ils sont incapables de parler notre langue avec leur c'est parce qu'ils sont les derniers gardiens de cette écriture ancienne. Mais le plus fascinant dans leur organisation sociale, c'est comment ils gèrent leur économie face à vous. Les villageois de Minecraft n'ont pas de police, hormis les golems. Ils n'ont pas de tribunal non plus. Ils ont le gossiping, littéralement le commérage. J'ai cru que c'était une blague quand j'ai lu ça, mais je vous jure que j'ai appris l'existence de cette mécanique en écrivant la vidéo. L'IA des villageois a une ligne de code précise pour faire des ragots sur vous. C'est hilarant. Bref, je reprends. Tous les jours à midi tapante, vous remarquerez qu'ils arrêtent tous de travailler pour se retrouver autour de la cloche, sur la place centrale. C'est l'heure de la discute. Et c'est là qu'ils échangent des points de réputation. Si vous avez osé frapper un fermier à l'autre bout du village le matin même, croyez-moi que le libraire est au courant. L'a dit au tanneur, qui l'a dit au pêcheur, et à midi, le forgeron est au courant. C'est le bouche à oreille le plus rapide. Et quelle est leur arme pour vous punir ? Car ce n'est pas la violence, c'est le portefeuille. Du jour au lendemain, vous devenez persona non grata. Et qu'est-ce qu'ils font exactement ? Eh ben, ils vous allument sur les prix. Le bout de pain passe de 1 émeraude à 15 émeraudes. C'est bien plus que de l'inflation. C'est ciblé sur vous et seulement vous. Pire encore, si vous avez vraiment une sale réputation, certains villageois bloquent carrément leur trade. Une croix rouge apparaît. Le guichet est fermé pour le goy.
A l'inverse, si vous les protégez d'une attaque, vous devenez le héros du village, le Messie. Mazel Tov, c'est le prêt à taux zéro, la défiscalisation totale. Ils vous balancent des livres Mending pour une émeraude et vous jettent des cadeaux à la figure. C'est un système de régulation ultra fermé où la confiance vaut plus que de l'or, ou plutôt que des émeraudes. Mais pour qu'une communauté puisse appliquer des règles aussi strictes et rester soudée à travers des générations, il lui faut un endroit adapté, une architecture pensée pour l'isolement. Et c'est là qu'on s'attaque à la structure même de leur village. Quand on regarde un village Minecraft, c'est pas juste un tas de maisons posées au hasard, car c'est plutôt structuré et selon un schéma très précis. Un schéma qui rappelle étrangement une forme d'urbanisme historique très spécifique, le shtetl. Le shtetl, c'était quoi? C'était le nom donné aux petites bourgades ou aux quartiers isolés dans lesquels vivaient les communautés juives d'Europe de l'Est, et ce avant la Seconde Guerre mondiale. Et ces bourgades avaient des caractéristiques architecturales très claires que l'on retrouve point par point dans la génération procédurale de Minecraft. D'abord, la centralité de la religion. Dans un shtetl, la vie s'organisait toujours autour du puits central, et surtout du lieu de culte. Dans Minecraft, c'est exactement la même chose. Le village s'articule autour du puits, de la cloche de rassemblement. Les shtetls n'étaient pas des villes en expansion. Ils étaient conçus pour que la communauté reste entre elles, loin de l'influence extérieure. C'est exactement le comportement des villageois dans le jeu. Ils ne cherchent jamais à s'étendre. Si vous construisez une maison magnifique à 50 blocs de là, ils ne viendront jamais y habiter. Leur intelligence artificielle fait qu'ils sont liés à leurs lits initiaux, les condamnant à rester sur leur terre. Mais le plus fascinant avec cette architecture, ce n'est pas seulement le village de base, ce sont toutes ces variantes. Vous savez qu'il existe des villages des plaines, du désert, de la savane, de la neige, de la taïga. Leurs vêtements changent, leurs maisons ne sont pas faites des mêmes matériaux, les toits s'adaptent au climat. Eh bien, c'est la représentation parfaite de la diaspora. Dans l'histoire, après l'exil et la destruction de leur temple, le peuple juif s'est dispersé aux 4 coins du globe. Et pour survivre, ils ont dû s'adapter à leur environnement. Ceux qui sont partis vers l'Europe de l'Est ont développé une culture adaptée au froid. Ce sont vos villageois de la taïga ou de la toundra, avec leurs gros manteaux et leurs maisons en sapin. Ceux partis vers l'Afrique du Nord ou au Moyen-Orient se sont adaptés à la chaleur. Ce sont vos villageois du désert ou de la savane. Mais le truc complètement fou dans le code de Minecraft, c'est que l'apparence change, l'architecture s'adapte au biome, mais la loi fondamentale reste inviolable. Prenez un villageois des glaces et un villageois du désert. Ils n'ont jamais vu la même couleur du ciel. Ils ne portent pas les mêmes tenues. Mais mettez-les côte à côte, ils refusent tous les deux de manger de la viande. Ils font exactement le même rituel autour de la cloche, à la même heure, et ils ont les mêmes règles de partage communautaire. Bref, ce sont tous les deux les mêmes villageois. Peu importe le biome dans lequel le jeu les fait spawner, ils obéissent à la même loi. Mais toute communauté a ses limites, et c'est là que l'histoire devient beaucoup plus sombre. Que se passe-t-il quand un villageois décide de briser ce code sacré ? Pour le comprendre, il suffit de regarder leurs pires ennemis, les villageois. Les pillards, les vindicateurs, les évocateurs. Physiquement, ce sont les mêmes entités. Ils ont le même visage, la même carrure, le même grand nez, mais ils ont la peau grise. Et surtout, ils sont en guerre totale contre les villageois normaux. Pendant longtemps, les joueurs ont cru que c'était une autre espèce. Mais le lore officiel de Mojang a confirmé que ce sont en fait d'anciens villageois qui ont été exilés. Et dans notre théorie, la raison de cet exil est purement théologique. Dans la religion juive, la punition suprême pour un hérétique qui renie la foi de ses ancêtres ou qui pratique l'idolâtrie, c'est le RM, l'excommunication totale, le bannissement définitif de la communauté. Les villageois ont été frappés de RM, car ils ont commis les 2 pires péchés possibles. Premièrement, la violence. Là où le villageois pur a les bras croisés et refuse de combattre, l'villageois a décroisé les bras pour prendre des haches et des arbalètes. Deuxièmement, et c'est le pire blasphème, la magie noire. La Torah interdit formellement la sorcellerie et la nécromancie. Or, que font les chefs des villageois ? Ils invoquent des démons, les Vex, et surtout, ils utilisent des totems d'immortalité. Ils utilisent la magie pour se prendre pour Dieu et tricher avec la mort. Et pour avoir touché à l'occulte et à la violence, ils ont été chassés. C'est pour ça qu'ils vivent reclus, à des milliers de blocs de là, dans d'immenses manoirs au fond des forêts sombres. Et ça donne un tout autre sens au fameux raid. Quand une armée d'villageois débarque, c'est une véritable guerre de religion. Ce sont les hérétiques bannis qui reviennent se venger des orthodoxes. Et quand on y pense, cette guerre de religion contre les villageois n'est qu'une menace parmi d'autres. Dans notre monde réel, l'histoire du peuple juif est tragiquement marquée par l'exil et les persécutions perpétuelles. Et dans Minecraft,
Les villageois vivent exactement la même malédiction. Ils sont la cible absolue de cet univers. Dès que le soleil se couche, des hordes de zombies se dirigent spécifiquement vers leurs portes pour les massacrer et les convertir. Les pillards font des kilomètres pour brûler leurs maisons. C'est un peuple pacifique qui est condamné à être chassé, traqué et persécuté par tout ce qui vit à l'extérieur de leurs frontières. Mais parfois, le danger ne vient pas de l'extérieur. Parfois, la punition tombe directement du ciel. Et c'est là qu'on arrive à un cas terrifiant du lore des villageois, la sorcière. Comment un villageois normal devient-il une sorcière dans Minecraft? Il n'y a qu'une seule façon. Il doit être frappé par la foudre. Dans l'imaginaire biblique, la foudre, c'est la colère de Dieu. C'est le châtiment divin suprême. Si un villageois est foudroyé, il se transforme instantanément en un monstre difforme, ricanant, qui jette du poison. Il a été damné. Et le détail qui rend cette malédiction absolument glaciale, c'est ce qui est autorisé ou non par le jeu. Si un villageois se fait mordre par un zombie, il devient un mort-vivant. C'est une victime de l'extérieur. Et pour lui, la rédemption est possible. Vous pouvez le soigner avec une potion de faiblesse et une pomme en or. Il redevient pur et réintègre la communauté. Mais un villageois qui a été frappé par la colère divine et qui a donc été transformé en sorcière, eh bien c'est irréversible. Le code de Minecraft vous interdit formellement de la soigner. Vous pouvez lui jeter toutes les pommes en or que vous voulez. Ça ne marchera pas. Sa damnation est éternelle. Toute cette histoire de règles strictes, de damnation divine et d'incapacité à se défendre nous ramène à la dernière pièce du puzzle, la plus importante. Souvenez-vous, on a dit tout à l'heure que l'intelligence artificielle des villageois les maintient dans un état de passivité totale. Les bras croisés, ils ne posent aucun bloc, ils ne construisent rien. Et ça nous amène à la question finale de cette vidéo. Si les villageois ne construisent pas, alors qui a bâti leur village ? C'est peut-être le plus grand paradoxe du jeu. Les villageois sont biologiquement et informatiquement incapables de poser ou de casser le moindre bloc. Leurs bras sont soudés l'un à l'autre. Pourtant, quand vous découvrez un village, il y a des routes tracées, du verre fondu pour les fenêtres, de la pierre taillée pour la synagogue et des champs parfaitement labourés. Si ce ne sont pas eux qui ont construit tout ça, alors d'où viennent ces villages ? Et il y a deux hypothèses majeures pour conclure cette théorie. Et les deux sont directement liées à l'histoire religieuse juive. La première hypothèse, c'est celle de la Terre promise. Dans le lore communautaire de Minecraft, on a théorisé que l'Overworld était autrefois dominé par les anciens bâtisseurs, une race divine, surpuissante, capable de manipuler la matière, et qui a fini par disparaître dans l'End. Et si les villageois étaient leur peuple élu? Avant de disparaître, ces bâtisseurs ont façonné des havres de paix, des villages déjà construits, et ils les ont offerts à ce peuple pacifique. Une terre promise générée de manière procédurale. Et c'est exactement ce qu'ils font depuis la première version du jeu. Ils attendent un message des anciens peuples dans leur terre promise, en appliquant la loi à la lettre. La deuxième hypothèse est encore plus folle. Et si les villageois savaient construire par le passé, mais qu'ils ont arrêté de le faire, pour des raisons religieuses? Et si ce qui leur bloque les bras était en fait un état spirituel? Dans la religion juive, il y a le Shabbat, le jour de repos sacré, du vendredi soir au samedi soir. La loi interdit formellement tout travail de création. On ne peut pas construire, on ne peut pas détruire et on ne peut pas allumer un feu. Et dans Minecraft, on a un cycle jour-nuit, mais jamais de calendrier clair. Il n'y a aucun système de date. Alors peut-être que les villageois de Minecraft sont enfermés dans un Shabbat perpétuel. Leur code informatique, leur loi divine, leur interdit de modifier leur monde. Et ça peut paraître débile et insensé comme ça. Mais ça expliquerait peut-être la présence de Steve dans ce monde. Car pour qu'une communauté survive sans jamais travailler manuellement, il faut ruser. Dans la tradition, pour contourner cette interdiction pendant Shabbat, on demande à un non-juif d'accomplir les tâches manuelles interdites, comme allumer la lumière ou entretenir le feu. C'est ce qu'on appelle le Shabbos Goy, le Goy du Shabbat. Et devinez quoi? Le Shabbos Goy, c'est vous, c'est Steve. Vous êtes le seul être de tout ce jeu capable de casser la pierre, transformer les matériaux. C'est vous qui construisez de nouvelles maisons pour qu'ils puissent se reproduire. C'est vous qui allumez les portails du Nether. C'est vous qui minez. Vous êtes l'étranger à tout faire. Ils vous tolèrent et commercent avec vous parce que vous avez les bras libres et que vous faites le sale boulot qu'ils n'ont pas le droit de faire. Vous n'êtes pas le centre de leur monde, mais plutôt l'outil qui leur permet de faire perdurer le leur. Mais si vous allez au bout de ce rôle, si vous protégez le village d'un raid extérieur et que vous repoussez les hérétiques, le jeu vous octroie l'effet héros du village. Vous devenez le libérateur, vous devenez le messie. Quand les villageois vous voient arriver full diams, en repoussant les monstres et en soignant les malades, ils baissent leur prix et vous offrent des cadeaux. À leurs yeux, il n'y a aucun doute.
Vous êtes le Messie que leur texte sacré annonçait depuis le début. Vous êtes l'élu envoyé par les anciens bâtisseurs pour reconstruire leur terre promise. Mais si la vraie tragédie de Minecraft n'était pas celle des anciens bâtisseurs, mais celle des villageois. Ce peuple pacifique s'est lourdement trompé. Et vous le savez très bien, vous n'êtes pas leur messie. Vous êtes la pire de leurs prophéties. Vous êtes un imposteur. Parce que qu'est-ce que vous faites une fois qu'ils vous ont accordé leur confiance? Vous ne reconstruisez pas leur terre promise. Oh non, vous les exploitez. Vous rasez leurs maisons pour voler leurs lits. Vous les arrachez à leur famille pour les entasser dans un trou de 1 bloc par 1. Vous créez des usines à fer où leurs golems protecteurs sont brûlés vifs pour alimenter vos coffres. Vous les zombifiez en boucle, juste pour gratter quelques émeraudes sur un livre enchanté. Ce peuple a survécu à l'exil, aux guerres de religion et aux persécutions de la nuit en respectant des lois pures et strictes. Ils ont attendu leur sauveur pendant des générations. Et au final, ils ont ouvert leurs portes à un dieu corrompu qui les a réduits en esclavage. La prochaine fois que vous croiserez un villageois et qu'il vous regardera avec son grand nez en faisant « Demandez-vous s'il vous voit encore comme un héros » ou s'il a fini par comprendre qu'il a laissé entrer le diable dans sa maison. C'était tout pour cette vidéo. Moi, c'était le Cube. Shalom.